Le fusil reposait sur le banc d'essai sous une lumière fluorescente blanche, son boîtier en polymère affichant une teinte charbon. Oberndorf, Allemagne de l'Ouest, 1982. L'installation était silencieuse, hormis le ronronnement du système de ventilation et le clic occasionnel des instruments de mesure. Un ingénieur nommé Helmut ajustait le pied à coulisses optiques autour du mécanisme de chambre rotative de l'équipement, enregistrant des écarts au centième de millimètre près. Le G11 ne ressemblait en rien à ses contemporains. Pas de crosse en bois, pas de douilles en laiton brillant dans des chargeurs transparents, aucune fenêtre d'éjection sur le côté droit de la carcasse. Le boîtier était scellé, anguleux, fonctionnel. À l'intérieur, le mécanisme représentait une approche différente. Non pas une simple évolution des modèles existants, mais une solution parallèle au même problème. Comment propulser un projectile avec précision et fiabilité? Helmut posa ses outils et saisit l'une des cartouches rectangulaires sur le plateau à côté de lui. Elle paraissait dense, légèrement cireuse. La munition de 4,73-33 mm était un bloc solide de propulseur à base de nitrocellulose avec un projectile en acier incrusté à l'avant. Pas d'étui en laiton, pas d'amorce séparée. Le propulseur lui-même formait le corps structurel de la munition. Lors de la combustion, il ne restait rien à extraire. C'était le concept central, et chaque autre caractéristique du fusil n'existait que pour le soutenir. Il inséra un chargeur de 50 coups horizontal, alimenté par le haut, et le verrouilla. La forme du chargeur était dictée par la géométrie rectangulaire de la munition. La gravité ne jouait aucun rôle dans l'alimentation. La pression d'un ressort poussait les munitions vers la chambre, quelle que soit l'orientation de l'arme. Helmut actionna le levier d'armement, sentant la première munition se mettre en place. La chambre, cylindrique et rotative, accueillit la cartouche et se scella. Sur l'établi, à côté du fusil, se trouvait un schéma, des pages de dessin technique, montrant une coupe transversale du mécanisme interne. La chambre rotative était le cœur du design. Après chaque tir, elle pivotait de 90 degrés à l'intérieur du boîtier, s'alignant avec le chargeur pour la munition suivante, pendant que le canon restait immobile. Cela permettait des tirs séquentiels sans avoir à retirer de douille, puisqu'il n'y en avait pas. Mais cela impliquait aussi de repenser entièrement la relation entre la chambre, le canon et la culasse. Helmut participait au projet depuis 1975. Époque où le concept sans étui était encore théorique. 7 ans plus tard, le fusil existait sous forme de prototype fonctionnel, mais chaque solution avait révélé de nouveaux défis. Le propulseur devait être assez dur pour éviter une ignition accidentelle due à la chaleur résiduelle, tout en étant assez fiable pour s'enflammer électroniquement sur commande. La chambre devait pivoter avec précision, sans s'encrasser à cause des résidus de combustion. Le mécanisme de rafale devait libérer 3 projectiles avant que le recul ne puisse perturber la visée de l'utilisateur, un exploit réalisable uniquement grâce à la vitesse de la chambre rotative. Il verrouilla le dispositif d'essai en position et activa le système d'allumage électronique. Le fusil allait tirer dans une unité de confinement balistique, ses performances étant mesurées par des capteurs. Il ne s'agissait pas ici d'affrontement. Il s'agissait de prouver que cette décision d'ingénierie interdépendante pouvait fonctionner comme un seul système cohérent. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. La salle de conférence d'Oberndorf surplombait la vallée du Neckar, mais personne ne regardait la vue. 12 ingénieurs étaient assis autour d'une table, couverte de prototypes, de rapports d'essais et de projections de coûts. Nous étions en 1976, et Heckler & Koch venait de recevoir le contrat de la Bundeswehr pour développer un fusil sans étui. Le cahier des charges était clair. Réduire le poids transporté par le personnel de 40%, améliorer la probabilité d'impact à 300 mètres et maintenir la fiabilité sur le terrain. Ce qu'il ne précisait pas, c'était la manière d'atteindre ces objectifs.
Gerhard, le chef de projet, se tenait en bout de table. Ayant travaillé sur le fusil G3, le modèle le plus réussi de l'entreprise, il maîtrisait parfaitement les mécanismes conventionnels. Le concept sans étui n'avait rien de classique. « Nous avons confirmé que la munition fonctionne », déclara-t-il en désignant les données de test. « La stabilité du propulseur est acceptable, l'allumage est constant, mais l'alimentation reste problématique. » Le problème était géométrique. Les fusils traditionnels utilisaient des cartouches cylindriques avec des étuis coniques conçus pour une extraction et une alimentation fluide. La munition sans étui était rectangulaire, maximisant le volume de propulseur tout en minimisant l'espace perdu. Cependant, des objets rectangulaires ne glissent pas facilement sur des trajectoires courbes. Le chargeur devait pousser les munitions horizontalement dans une chambre qui devait pivoter. Chaque angle comptait. Un ingénieur nommé Stéphane proposa la solution de la chambre rotative. Au lieu d'avoir une chambre fixe et un verrou se déplaçant vers l'arrière pour extraire un étui, la chambre elle-même pivoterait après le tir, présentant une face neuve au chargeur. Le propulseur brûlé laisserait des résidus de cendres, mais la munition suivante serait poussée dans une section propre de la chambre. Le canon resterait stationnaire, préservant le réglage du tir. Le concept était élégant, mais il exigeait une précision d'usinage, dépassant les standards habituels. « Il faudra gérer la chaleur », nota un autre ingénieur. Les fusils classiques comptaient sur les étuis en laiton pour absorber la chaleur de combustion et l'évacuer lors de l'extraction. Les munitions sans étui laissaient toute cette chaleur dans le canon et la chambre. Après des tirs soutenus, la chaleur résiduelle pouvait enflammer prématurément les munitions non tirées, un phénomène d'auto-inflammation. La formule du propulseur devrait résister à des températures allant jusqu'à 180 degrés Celsius sans s'enflammer spontanément. Des projections de coûts apparurent sur le rétroprojecteur. Le calendrier de développement s'étirait jusqu'en 1985, voire au-delà. La Bundeswehr souhaitait un remplaçant pour le G3 dès le début des années 1980, mais les défis techniques s'accumulaient. L'allumage électronique nécessitait une source d'énergie, une batterie dans la crosse. La chambre rotative exigeait un système de fonctionnement par gaz totalement repensé. Le mécanisme de rafale nécessitait une synchronisation plus rapide que n'importe quelle arme de service. Gerhard revint à la question fondamentale. Le concept sans étui valait-il un tel niveau de remise en question? Le gain de poids des munitions était réel. Un individu pouvait transporter 500 munitions sans étui de 4,73 mm pour le même poids que 300 cartouches de 7,62 mm au TAN. Dans un scénario défensif face à des forces supérieures en nombre, cela comptait, mais seulement si le fusil fonctionnait de manière fiable dans la boue, la pluie, le froid et la chaleur. Seulement s'il pouvait être entretenu par des personnels ayant une formation de base. Seulement s'il ne fallait pas un doctorat en génie mécanique pour résoudre une panne. La décision fut prise. Poursuivre avec le design de la chambre rotative, affiner la chimie du propulseur et développer un boîtier scellé pour protéger le mécanisme des contaminations environnementales. Le projet faisait face à 7 défis techniques majeurs, chacun dépendant de la résolution du précédent. Il ne s'agissait pas d'une modification. C'était de l'ingénierie pure, utilisant le concept de munitions sans étui comme fondation pour bâtir tout le reste. Le mécanisme se dévoilait par couches. Dans le centre d'essai, en 1980, des ingénieurs avaient sectionné un prototype de G11 pour examiner la relation entre les composants. L'écorché reposait dans un boîtier transparent, chaque pièce ayant un code couleur pour identifier les groupes fonctionnels. Des délégués de la Bundeswehr l'étudiaient attentivement, cherchant à comprendre comment le fusil fonctionnait sans les repères familiers d'un mécanisme classique. La première couche était la munition. La cartouche sans étui de 4,73-33 bris mesurait 33 mm de long, avec une section transversale rectangulaire. Le propulseur était un bloc solide de matériaux à base de nitrocellulose, stabilisé par des additifs pour résister à la décomposition lors du stockage et à la chaleur.
Le projectile, une fléchette en acier de 3,4 grammes avec une ceinture de guidage en cuivre, était encastré dans la face avant. Une petite cavité à la base de la cartouche contenait le point d'allumage, où un courant électrique déclenchait la combustion. Pas de capsule d'amorce, pas d'étui, juste du propulseur et un projectile. La deuxième couche concernait l'allumage. Une batterie dans la crosse du fusil alimentait un module d'allumage. Lorsque la détente était pressée, un condensateur se déchargeait via des contacts touchant la base de la munition chambrée. L'arc électrique enflammait le propulseur instantanément et uniformément. Cela éliminait le besoin de percuteurs mécaniques, de ressorts de frappe et les problèmes de sensibilité des amorces. Mais cela signifiait aussi que l'arme ne pouvait fonctionner sans énergie électrique, une dépendance que les modèles conventionnels évitaient. La troisième couche était la chambre. Cylindrique et longue, d'environ 50 mm, elle se trouvait à l'intérieur du boîtier et pouvait pivoter de 90 degrés. Après le tir, la chambre effectuait un quart de tour, alignant son ouverture avec le chargeur situé au-dessus, pendant que le canon restait fixe. La munition suivante entrait alors dans la face de chambre désormais vide. La pression des gaz lors du tir scellait la chambre contre le canon. Après rotation, elle se scellait contre la nouvelle munition. Cela éliminait totalement l'extraction et l'éjection, puisqu'il n'y avait rien à retirer. La quatrième couche était le système de gaz. Un petit orifice près de la bouche du canon récupérait les gaz de propulsion, les dirigeant via un tube vers un piston. Le piston entraînait une came qui faisait pivoter la chambre. La synchronisation était critique. La chambre devait tourner après que la pression soit descendue à des niveaux sûrs, mais avant que l'utilisateur ne relâche la détente pour le coup suivant. Le mécanisme cadençait à 2000 coups par minute en mode rafale, effectuant 3 tirs en environ 0,09 secondes, plus rapidement que le temps nécessaire à l'impulsion du recul pour voyager du fusil jusqu'à l'épaule du tireur. La cinquième couche était la gestion du recul. Comme 3 projectiles partaient avant que l'utilisateur ne ressente le recul, le fusil restait sur la cible pendant toute la rafale. Cela améliorait considérablement la probabilité d'impact. Les ingénieurs calculèrent qu'une rafale de 3 coups du G11 avait la même probabilité de toucher une cible à 300 mètres qu'une rafale de 5 coups d'un fusil conventionnel. Le mécanisme y parvenait par la vitesse et la précision, et non par la réduction des forces de recul elles-mêmes. La sixième couche était le chargeur. Contenant 50 munitions empilées horizontalement, il se plaçait au-dessus du boîtier et alimentait les munitions vers le bas, via un poussoir à ressort. La forme rectangulaire permettait un empilement compact, pas d'espace perdu entre les munitions. Le chargeur se libérait d'une simple pression sur un bouton et se remplaçait avec le même geste manuel que n'importe quel chargeur amovible. Le personnel n'avait pas besoin d'apprendre un maniement fondamentalement différent. Il chargeait simplement une forme différente. La septième couche était l'intégration. Le viseur optique était monté de façon permanente sur la poignée de transport, bas et résistant aux intempéries. Le boîtier en polymère scellait tous les mécanismes internes contre la poussière et l'humidité. La crosse abritait le compartiment de la batterie et l'assemblage du ressort de rappel. Chaque composant avait été conçu en sachant que les autres existaient. La chambre rotative dictait la forme du boîtier. La munition sans étui dictait la géométrie du chargeur. Le mécanisme de rafale dictait la synchronisation du système de gaz. Retirer un seul élément, et tout le concept s'effondrait. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué pour l'époque ? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. Le champ de tir de Meppen était glacial en novembre 1986. Des ingénieurs de Heckler & Koch s'étaient rendus dans le nord pour mener des essais d'endurance dans des conditions proches de l'utilisation réelle sur le terrain. Le G11 avait réussi les tests contrôlés en laboratoire, mais les laboratoires n'incluaient pas la pluie, la boue, les écarts de température ou le stress mécanique de manipulation répété par des utilisateurs peu familiers avec sa conception.
12 fusils reposaient dans des mallettes, chacun représentant une itération légèrement différente du mécanisme de chambre rotative. Les observateurs de la Bundeswehr voulaient voir un test d'endurance de 1000 coups sans nettoyage ni entretien. Les fusils classiques pouvaient y parvenir avec une conception appropriée, bien qu'ils accumulent des dépôts de carbone et nécessitent une lubrification. Le G11 n'avait pas d'extraction pour évacuer les résidus, mais il n'avait pas non plus d'étui en laiton pour protéger le mécanisme des restes de propulseurs. Chaque tir laissait des cendres à l'intérieur de la chambre. Le premier fusil tira sans encombre pendant 300 coups. Puis la chambre rotative commença à hésiter entre les tirs, le mouvement devenant poussif. Au bout de 450 coups, le cycle s'arrêta complètement. Le démontage révéla des résidus de propulseurs s'accumulant dans le mécanisme de rotation de la chambre. De fines particules agissant comme une pâte abrasive. Le deuxième fusil connut un échec similaire à 520 coups. Le schéma était constant sur tout le groupe de test. Gérard analysa les données le soir même. La chambre rotative fonctionnait, mais ses tolérances étaient plus serrées que celles des mécanismes conventionnels. Les résidus de combustion qui auraient été éjectés avec un étui en laiton s'accumulaient au contraire à l'intérieur du boîtier scellé. La solution ne pouvait pas être de nettoyer plus souvent. Le personnel en opération ne pouvait pas démonter un mécanisme de chambre rotative complexe. La solution devait être intrinsèque au design. L'équipe d'ingénierie retourna à Oberndorf et se concentra sur la chimie du propulseur. La formulation à base de nitrocellulose laissait plus de résidus que prévu. En ajustant les agents stabilisateurs et les modificateurs de vitesse de combustion, les chimistes réduisirent la production de cendres d'environ 30%. Ils repensèrent également le mécanisme de rotation de la chambre pour y inclure des fonctions auto-nettoyantes, des rainures en spirale peu profondes qui éloignaient les résidus des surfaces critiques pendant la rotation. Ces changements nécessitèrent de nouveaux cycles de test. En mars 1987, les prototypes révisés retournèrent à Meppen. Les améliorations étaient mesurables. Les fusils achevaient désormais les tests de 1000 coups avec une fiabilité acceptable. Certaines unités atteignaient 1500 coups avant de montrer une baisse de performance. C'était conforme aux spécifications, bien qu'encore inférieur au seuil de 2000 coups préféré par la Bundeswehr. Les fusils conventionnels comme le G3 pouvaient tirer 3000 coups entre 2 nettoyages, mais ils étaient aussi plus lourds et leurs munitions pesaient nettement plus. Un autre test portait sur les températures extrêmes. Des fusils furent congelés à 30 degrés Celsius, puis tirés immédiatement. Le propulseur sans étui resta stable, s'enflammant de manière fiable malgré le froid. Ensuite, des fusils furent chauffés à plus 150 degrés et tirés de manière répétée pour mesurer le risque d'auto-inflammation. La formulation plus dure du propulseur empêcha toute ignition prématurée, même après des tirs automatiques soutenus ayant chauffé la chambre au-delà de 150 degrés. C'était une réussite majeure. Des munitions classiques auraient pu s'enflammer spontanément dans de telles conditions. Les tests de précision confirmèrent l'efficacité du mécanisme de rafale. À 300 mètres, les rafales de 3 coups se regroupaient systématiquement dans un cercle de 5 cm lors de tirs sur appui fixe. C'était plus précis que la plupart des fusils conventionnels tirant des coups isolés ajustés. Le principe mécanique était validé en tirant plusieurs projectiles avant que le recul n'altère la visée. Le G11 atteignait la précision par la synchronisation plutôt que par la réduction du recul. Mais les tests révélèrent aussi des limites. Le système d'allumage électronique nécessitait des changements de batterie tous les 1000 coups. Le boîtier scellé rendait les réparations sur le terrain difficiles. Les chargeurs rectangulaires étaient plus coûteux à fabriquer que les boîtes en acier embouties. Et la complexité globale du système signifiait que la formation des techniciens de maintenance demandait plus de temps que pour les équipements classiques. En 1988, le G11 était fonctionnel, testé et prêt pour l'évaluation de pré-production. La Bundeswehr mena des essais sur le terrain avec des unités d'infanterie.
Le personnel s'adapta au maniement de l'équipement en quelques jours. Les gains de poids furent immédiatement flagrants. Il était possible de transporter plus de munitions pour une même charge. Cependant, le caractère inhabituel du fusil et l'absence d'une chaîne d'approvisionnement établie pour les munitions sans étui signifiaient que l'adoption prendrait du temps. La revue technique de 1989 n'était pas festive, mais elle était définitive. Après 21 ans de développement, le G11 existait sous forme de modèle prêt pour la production. Heckler & Koch avait rempli les exigences techniques du contrat. Mais l'existence même du fusil prouvait quelque chose de plus fondamental. Elle démontrait que la munition sans étui pouvait fonctionner, à condition que le système qui l'entoure soit construit correctement. Gerhard prépara l'exposé final pour les officiers d'acquisition de la Bundeswehr. La présentation se concentra sur les 7 niveaux d'ingénierie, les dépendances successives qui rendaient le G11 possible. Le premier niveau, commença-t-il, est la munition elle-même. La cartouche sans étui de 4,73-33 MIT a nécessité le développement d'un propulseur assez dur pour éviter l'auto-inflammation, mais assez fiable pour un allumage électronique. Cela a pris 6 ans d'affinage chimique. Sans résoudre ce premier niveau, rien d'autre n'est possible. Il passa à la diapositive suivante. Le deuxième niveau est l'allumage électronique. Nous avons supprimé les percuteurs mécaniques et les amorces, les remplaçant par un système de batterie et de condensateur. Cela a ajouté du poids et de la complexité, mais cela a aussi permis un allumage constant, quelle que soit la température ou la force de frappe. Le deuxième niveau existe, car le premier a supprimé le logement de l'amorce. Le troisième niveau est la chambre rotative. Comme il n'y a pas d'étui à extraire, la chambre pivote dans le boîtier au lieu d'avoir une culasse qui recule. Cela permet une cadence de tir de 2000 coups par minute, ce qui autorise le quatrième niveau, le mécanisme de rafale. 3 projectiles partent avant que le recul n'atteigne le tireur, améliorant la probabilité d'impact d'environ 40% à 300 mètres. Le quatrième niveau ne fonctionne que parce que le troisième cycle assez vite. Les officiers prenèrent des notes. L'un d'eux posa une question sur l'entretien. Le cinquième niveau, poursuivit Gerhard, est le boîtier scellé et les systèmes intégrés. La chambre rotative ne peut pas être exposée aux contaminations extérieures, donc tout le boîtier est hermétique. Le viseur optique est monté de façon permanente au-dessus, protégé. Cette intégration réduit la modularité mais augmente la fiabilité. Le cinquième niveau protège les niveaux 2 à 4. Le sixième niveau est le système de chargeur. Les munitions rectangulaires permettent un empilement horizontal avec un minimum d'espace perdu. Un chargeur de 50 coups occupe le même volume qu'une boîte conventionnelle de 30. Mais cela exige des techniques de fabrication différentes, emboutissage et soudage spécifiques à cette géométrie. Le sixième niveau existe car le premier a changé la forme de la munition. Il marqua une pause avant la dernière diapositive. Le septième niveau est le système d'exploitation qui coordonne l'ensemble. Le fonctionnement par gaz fait pivoter la chambre. Des mécanismes de synchronisation contrôlent le tir en rafale. La batterie alimente l'allumage. Le ressort de rappel absorbe l'impulsion de tir. Chaque composant dépend du bon fonctionnement de tous les autres. Supprimer un niveau et le système s'effondre. C'était là la curiosité finale. Le G11 n'était pas composé de 7 innovations distinctes. C'était un concept unique, la munition sans étui, qui exigeait 7 systèmes dépendants pour fonctionner. Chaque niveau résolvait un problème créé par le précédent. La chambre rotative existait faute d'extraction. L'allumage électronique existait faute d'amorce. Le boîtier scellé existait car la chambre rotative devait être protégée. Le mécanisme de rafale existait car la chambre pouvait cycler à grande vitesse. Le chargeur existait car la munition était rectangulaire. Le viseur intégré existait car il n'y avait pas de fenêtre d'éjection. Et le système d'exploitation complet existait pour coordonner toutes ces dépendances. Un officier posa la question inévitable. La complexité en valait-elle la peine? Gerhard répondit avec prudence. Le gain de poids des munitions est réel et mesurable. L'amélioration de la précision est significative.
Le fusil fonctionne de manière fiable dans ses paramètres de conception. Mais il nécessite un système logistique complet, production de munitions, formation, infrastructure de maintenance. Ce n'est pas un remplacement direct pour le G3. C'est une approche différente du même problème. L'exposé se termina par les calendriers de production et les estimations de coûts. Une production limitée commencerait immédiatement. L'adoption complète dépendrait de l'approbation et du budget de la Bundeswehr. Le fusil existait, prouvé et fonctionnel. Qu'il devienne l'équipement standard n'était plus une question d'ingénierie. Le mur de Berlin tomba en novembre 1989, 5 mois après le début de la production limitée du G11. En décembre, le paysage politique qui avait justifié le développement du fusil se transformait. L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest entamèrent des discussions de réunification. Les budgets de défense se réorientèrent vers les coûts d'intégration, plutôt que vers l'achat d'équipements neufs. Les priorités de la Bundeswehr changèrent du jour au lendemain. En 1990, la décision tomba. Le programme G11 ne passerait pas à l'adoption à grande échelle. Le fusil fonctionnait, la technologie était viable, mais le contexte stratégique avait évolué. L'Allemagne ne faisait plus face au scénario qui avait motivé le concept sans étui, celui de forces défensives en infériorité numérique nécessitant une capacité de munitions et une précision maximale. Les hypothèses de la guerre froide qui avaient dicté les exigences du fusil n'étaient plus d'actualité. Environ 1000 fusils G11 furent produits. Certains rejoignirent des unités d'essai militaires. D'autres restèrent en réserve. Quelques exemplaires finirent chez des collectionneurs ou dans des musées. La ligne de production de munitions sans étui ferma ses portes. L'infrastructure logistique qui aurait dû soutenir l'équipement ne vit jamais le jour. En 1995, le programme fut officiellement arrêté. Pourtant, l'héritage technique persista. Le G11 a prouvé que la munition sans étui était techniquement réalisable. Il a démontré qu'un fusil pouvait fonctionner sans extraction, que l'allumage électronique pouvait être fiable, et que le tir en rafale pouvait améliorer la précision grâce à la synchronisation, plutôt qu'à la réduction du recul. Chaque défi technique avait trouvé une solution. Le fusil fonctionnait. Les ingénieurs ayant travaillé sur le G11 passèrent à d'autres projets. Certains continuèrent d'explorer les concepts de munitions sans étui. D'autres appliquèrent les leçons apprises sur les systèmes intégrés, la fabrication de précision et la chimie des propulseurs au développement de fusils conventionnels. Le savoir ne disparut pas, il se diffusa dans toute l'industrie. Des décennies plus tard, les concepteurs d'équipements font toujours référence au G11 lorsqu'ils discutent de mécanismes innovants. Non pas comme un échec, mais comme une preuve de concept arrivée au mauvais moment de l'histoire. Le fusil a montré que réimaginer un composant, la munition, imposait de réimaginer tout le reste. Il a prouvé que la complexité pouvait être gérée par une ingénierie systématique et que 7 niveaux dépendants pouvaient fonctionner en harmonie s'ils étaient conçus comme un tout. La curiosité finale demeure pertinente. L'innovation dans la conception des équipements n'est pas seulement limitée par la technologie, mais aussi par la logistique, la formation, le contexte stratégique et le timing. Le G11 fut un succès technique, mais devint inutile sur le plan opérationnel. Il fonctionna en laboratoire et sur les champs de tir, mais il exigeait un monde qui était déjà en train de disparaître au moment de sa mise en production. Les musées exposent aujourd'hui le G11 comme un artefact historique, un fusil issu d'une guerre froide qui s'est achevé juste au moment où il devenait prêt pour le service. Le boîtier en polymère, les chargeurs rectangulaires, le mécanisme scellé, tout cela avait été conçu pour résoudre des problèmes qui n'existaient plus dans le nouveau contexte stratégique. Mais pour les passionnés d'ingénierie, le G11 offre une autre leçon. Il démontre que les concepts révolutionnaires nécessitent des systèmes révolutionnaires, que l'on ne peut changer un élément fondamental sans traiter chaque dépendance qu'il crée, que 7 niveaux d'ingénierie peuvent travailler ensemble s'ils sont pensés comme un ensemble unifié,
et que parfois, même quand l'ingénierie réussit, l'histoire a déjà tourné la page. Le fusil sans étui fonctionnait. Le monde a changé. Et le savoir technique demeure, archivé dans des rapports, préservé dans des vitrines de musées et gardé en mémoire par ceux qui comprennent que l'innovation ne consiste pas seulement à créer quelque chose de nouveau, mais à créer quelque chose dont le monde a besoin, à l'instant précis où il en a besoin. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. Seriez-vous intéressé par une analyse plus détaillée de la composition chimique du propulseur à base de nitrocellulose utilisé dans ces munitions ?